Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Territory Influence en collaboration avec Kantar et Café Royal sur les stratégies d'influence marketing pour vos marques en 2021. Je m'appelle Delphine Bénédic, je suis en charge du marketing chez Territory Influence et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée de Yves Emery, directeur de département au sein de l'expertise média et créative chez Kantar Insight. Également côté marque, Aline Veillerette, marketing manager France de la marque Café Royal chez Delica. Et enfin Bastien Belot, en charge de la région Western Europe dans l'agence Territory Influence. Avant de démarrer ce webinaire, je souhaitais revenir rapidement sur la notion, sur le concept d'influence, puisque c'est un terme que vous allez retrouver assez régulièrement tout au long de la présentation et il est important qu'on parle le même langage. Donc pour nous, Territory Influence, la recommandation n'a pas de limite, que ce soit en termes de canal, en termes de profil. Notre mission, c'est vraiment placer l'humain au cœur de vos stratégies en offrant des solutions de collaboration, marque influenceur, efficaces, pertinentes, qu'elles soient encore une fois sur le offline avec des conversations, en stimulant de manière très classique le bouche à oreille dans la vraie vie, soit sur le online, mais pas seulement sur les réseaux sociaux qui peuvent d'ailleurs être Instagram comme Facebook, comme TikTok, Twitch, YouTube, Pinterest, Snapchat, bref, toutes ces plateformes. Également les blogs, les forums, les avis sur des plateformes e-commerce ou voire des sites de marque. Qu'on est vraiment sur le 360 de l'influence marketing et c'est une notion importante à avoir en tête pour les slides qui vont être présentés très prochainement. Donc aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi l'influence est un levier stratégique, pourquoi il est important pour vous de l'intégrer l'année prochaine. Ensuite, comment en assurer l'efficacité de vos campagnes de marque, avec des conseils très pratiques pour 2021, No Learning Marketing. Et enfin, nous aurons une session live Q&A à peu près de 10 minutes à la toute fin de la conférence. Donc n'hésitez surtout pas à soumettre vos questions tout au long de cette conférence. Vous avez une feature Q&A disponible sur votre dashboard de Teams. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous êtes pour information tous muted, donc votre micro est coupé. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour interagir avec nous. Nous répondrons à toutes vos questions à la fin. Également pour information, ce webinaire est enregistré. Donc nous vous ferons plutôt parvenir la vidéo par email juste après le webinaire aujourd'hui. Voilà, ceci étant dit, nous allons démarrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi miser sur les influenceurs l'année prochaine? Pourquoi investir dans l'advocacy? Et je laisse la parole à Yves, côté Kantar Insights. Merci Delphine, bonjour à tous. Alors oui, la question des allocations budgétaires entre les différents canaux se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui. En effet, le contexte sanitaire que l'on connaît bouscule et accélère les évolutions. Alors, vers un monde encore plus digital, à la fois en consommation média qu'en achat online, cette crise, elle accélère aussi l'attente vis-à-vis des marques, l'attente de valeurs. Et l'enjeu pour la marque est de pouvoir communiquer ces valeurs à la fois à court terme et à long terme. Et enfin, un troisième point, c'est la complexification des dispositifs de communication qui rend nécessaire d'avoir une vision holistique. Une vision holistique qui permette de comprendre et d'optimiser le rôle de chaque canal sur la santé de marque. Et c'est encore plus vrai dans notre monde post-cookie. Alors, il y a donc urgence à être sélectif dans les points de contact qu'on utilise. Nos études de points de contact qui s'appellent Connect révèlent qu'en moyenne, 80% de l'impact sur l'equity de marque provient seulement de 20% des touchpoints et que la sélection des touchpoints efficaces, qu'ils soient paid, owned ou earned, est très variable selon les pays, selon les marchés, selon l'univers concurrentiel. Alors, notre base de données Connect nous révèle aussi que la recommandation, c'est-à-dire le bouche à oreille avec la famille ou les amis, est le deuxième point de contact le plus puissant, et ce, juste après la télé. En particulier, c'est grâce à sa qualité d'expérience et son influence sur le processus de décision. Alors pourquoi ?
parce que ce point de contact est perçu comme digne de confiance, et ce, encore plus lorsqu'il associe de l'expérience produit. Alors, on a aussi une étude AdReaction qui nous apprend que les millennials, les jeunes générations, elles sont particulièrement réceptives aux influenceurs, car ils les incitent à vivre de nouvelles expériences, à découvrir de nouveaux produits. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'exemples de marques qui s'appuient entièrement sur des stratégies direct to consumer. Par exemple, on pourrait citer Café Araku, Atelier Nubio, La Bouche Rouge Paris, et ils s'appuient sur les réseaux sociaux et les influenceurs. Alors, dans ce cas que nous partageons maintenant, un cas aux États-Unis, pour une marque de bijoux qui a actionné un plan marketing qui comprend des influenceurs, mais aussi de la presse, des RP, du digital et de la télé. Ce que l'on voit, c'est que l'ensemble des touchpoints, l'ensemble des leviers ont réussi à produire de l'impact à court terme. Cependant, seulement 3 parviennent vraiment à délivrer aussi des effets à long terme sur l'equity de marque. Ce sont l'influence, les RP et la presse. Un autre cas d'étude, cette fois-ci sur le marché de la bière en Amérique du Sud, je vous fais pas mal voyager ce matin, nous confirme combien l'influence au sein d'un dispositif de communication 360 peut contribuer à renforcer l'equity de marque. Là, on a un exemple vraiment flagrant, hein, puisque le ROI est excellent. Il représente 7 fois l'investissement. L'investissement pesait pour 3% et la contribution à l'equity de l'influence, du touchpoint influence, est de 21%. Voilà, un exemple vraiment remarquable. Alors, pourquoi le touchpoint d'influence n'est pas mieux et davantage intégré au dispositif 360 ? Alors, on sait par nos études, et notamment nos études cross-média, que les campagnes intégrées, c'est-à-dire celles qui ont une idée créative forte, déclinée de façon homogène sur tous les touchpoints, avec des adaptations spécifiques sur chaque canal, elles sont 57% plus efficaces sur l'equity de marque, d'où l'importance de cette intégration. Et c'est aussi grâce à cette qualité d'intégration créative et média qu'on va pouvoir maximiser les effets de synergie sur la marque. Et ce que l'on a pu mesurer, c'est que les synergies vont apporter un incrément de 29% sur l'equity de marque dans un écosystème 360. À noter ici que le social media, qui englobe l'influence, va résonner plus particulièrement avec des médias online comme la VOL, mais aussi avec des médias traditionnels, offline, comme la télé ou l'affichage. Alors, pour conclure cette première partie, c'est vraiment l'harmonie d'intégration entre le ciblage, le choix éclairé des points de contact et la qualité créative qui vont nous permettre de vraiment maximiser le ROI d'un plan 360. En d'autres termes, la recette, c'est de toucher la bonne cible avec les bons médias, dans le bon contexte et avec une qualité créative digne de ce nom. Merci Yves pour tous ces insights très intéressants. Donc, vous l'aurez compris, hein, le ciblage, le média et la création sont 3 axes à surtout bien prioriser et à bien travailler pour une parfaite réussite de vos campagnes. On va voir un premier cas. Donc, on a parlé de l'Amérique du Sud. Moi, je vous fais voyager plutôt en Allemagne avec le cas CA, donc une marque qui travaille l'harmonie. Sur le cas CA, donc la campagne Style Coach est une campagne sur 2 temps forts, sur 2 saisons, la saison automne et la saison
hiver. Nous venons d'avoir les résultats de la première campagne. Ces campagnes sont en cours. Donc, on a travaillé avec 2 macro-influenceuses. On a une macro-influenceuse pour l'automne, une deuxième macro-influenceuse qui sera pour l'hiver. L'objectif de cette campagne, c'est tout simplement de pouvoir mettre en avant les nouvelles collections de C&A avec un concept, un claim assez fort, more than one piece of clothes, donc plus qu'un simple bout de vêtements. On est parti sur une campagne 360 où on a travaillé du print plus du digital. Sur l'opération automne, on a mis en avant le cachemire, tout simplement parce qu'il faut démocratiser ce tissu. Et la cible qu'on a mis en avant est la cible des plus de 30 ans. On a travaillé avec le magazine Brigitte. Donc le magazine Brigitte est un magazine très girly où la cible, ce sont les femmes de plus de 30 ans. Et je vais vous expliquer les différentes étapes de cette campagne. On va s'apercevoir sur cette campagne que le fil rouge, c'est tout simplement le content qu'on va délivrer dans toute la campagne. Ce content, ce partage de content permet justement de travailler l'engagement et permet de rassurer les consommatrices sur la beauté de ces vêtements, sur l'utilisation. On a commencé en première étape un tournage vidéo avec les influenceuses et les experts en styling de Brigitte. Ce tournage a été directement relayé sur les stories Insta. Puis, par la suite, on a pu développer directement une approche 360 entre le magazine Brigitte, sur lequel on a fait différents articles, on a relayé les verbatims et les différents conseils de mode sur les différents produits, mais également travailler sur brigitte.de et sur Instagram avec tout le contenu qui a été délivré. C'est vraiment cette notion 360 fil rouge de contenu qui a fait que cette campagne a été un gros succès. Deuxième campagne qu'on a pu travailler aussi avec C&A, donc c'est la campagne Baby Kids. Donc là, on est vraiment sur une cible de collection enfants et bébés. L'objectif était de faire découvrir cette collection, mais surtout aussi d'engager la cible de parents. C'est très important d'avoir vraiment de l'engagement sur une cible beaucoup plus émotionnelle. Pour cette campagne-là, on a travaillé avec 3 mamans macro-influenceuses qui avaient chacune un rôle. Le rôle était simple, c'est de pouvoir mettre en avant un event in-store dans 3 villes différentes en Allemagne. D'où ces 3 macro-influenceuses. On a travaillé avec le magazine Eltern. On est aussi sur une campagne cross-média avec print et digital. La différence entre la première campagne et celle-ci, c'est que la première était orientée sur le content. Celle-ci est beaucoup plus orientée sur l'action. On est sur une notion de drive to store ultra pertinente. On va avoir différentes étapes de cette campagne. Donc là, on était sur un tirage au sort qui a été organisé par ces influenceuses auprès de leur audience, de leurs followers. Ce tirage au sort était pour gagner ce fameux shopping tour, aller en magasin, vivre l'expérience avec donc les différents produits, les différentes collections de C&A. Ça a été vraiment une campagne 360, une fois de plus, relayée sur le magazine, sur le e-magazine et sur Instagram. Les résultats de ces campagnes, alors ce sont des campagnes qui sont toujours en cours, donc ce ne sont pas les résultats définitifs, mais on a déjà actuellement de très belles retombées. Tout d'abord avec un reach online ultra fort de 4,6 millions de reach au global sur les 2 campagnes, avec plus de 15 000 clics sur ces campagnes, qui a permis de faire un vrai drive vers les sites achats, parce qu'on parle aussi bien sûr de transformation, et enfin un engagement très fort de 9 et 11% sur ces 2 campagnes. C'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir la cible pertinente, donc les parents ou les femmes de plus de 30 ans, bien sûr avec différentes sélections ultra précises, le média, donc le bon média pour la bonne prise de parole, et enfin la création, donc tout le concept, tout le content qui va être délivré lors de ces campagnes. Alors merci Bastien, effectivement un bel exemple avec C&A qui montre quand on met de l'émotion là dans cet exemple dans la création, on vend bien plus qu'un bout de vêtement, pour reprendre ton expression. Alors si on se risque à une analogie, l'idée centrale d'une campagne, ça pourrait être finalement son squelette, élément indispensable, bien sûr, comme pour le corps humain. Si on poursuit dans les analogies, avoir une idée centrale forte, c'est finalement avoir le ciment d'une campagne qu'on est en train de construire. Et ce que l'on voit ici, c'est que les campagnes avec une idée centrale forte, une idée créative
créatives centrales fortes sont 64% plus efficaces que les autres. Et ça, c'est une analyse de notre banque de données cross-média qui nous a permis de révéler cette importance de l'idée créative centrale. Alors, je vous propose maintenant une illustration avec un cas Adidas. Un cas Adidas qui montre que vraiment une idée forte peut assurer un succès sur différents canaux. Alors, je vais donner un peu de background avant de passer aux résultats. Le double challenge d'Adidas en 2017, c'était de remettre l'emphase sur l'histoire unificatrice de Adidas Originals, son essence, son ADN, des années 70 en fait. Vous le savez, Stan Smith, ce n'est pas né d'hier, et je peux même vous donner la date, j'ai vérifié, c'était en 1964. Le deuxième challenge, c'était de déplacer Originals de son enclave du passé pour en faire une marque de la street culture avec Adidas Lifestyle. C'est donc une vraie revisite d'Originals qui a été faite avec un style vintage, un style rétro qui est assez en vogue aujourd'hui. L'idée créative est bâtie autour du concept que l'originalité provient des influences du passé, et c'était construit dans cette campagne autour de la réinterprétation de la chanson My Way de Sinatra par des jeunes générations de musiciens qui avaient été invités à produire des chansons. Alors, vous le voyez, au-delà des ventes excellentes qui ont été générées par cette campagne, plus 45%, c'est une moyenne sur plusieurs pays, les créations que nous avions testées à l'époque, donc en 2017, on le voit, obtiennent un niveau d'engagement dans le top 14 de la banque de données Kantar et un top 30 en termes de différenciation et de viralisation. La campagne, on le sait aussi, a généré beaucoup de retombées en heures de médias, en jouant des associations avec des moments forts porteurs, comme les Grammys, par exemple. Et nous allons voir que les personnages ont permis de contribuer à la différenciation. Une analyse que nous avions conduite montre que les personnages sont des vrais leviers, des vrais drivers de différenciation. Et dans cet écosystème de campagne, c'est vraiment l'humain mis au cœur de la création, incarné à la fois par des célébrités et des musiciens inconnus, des artistes inconnus, qui aura permis de créer de la différenciation pour la marque Adidas Lifestyle. Alors, on va passer à la suite. On va parler de... Tout à fait, merci Voilà. Yves. En effet, au-delà des célébrités, on a plusieurs options de personnages ou d'influenceurs pour travailler la différenciation. Chez Territory, on a différentes définitions. Vous retrouvez ici les nanos, les micros et les macros. En quelques mots, qui sont-ils? Alors les nanos, ça va être les consommateurs qui aiment au quotidien ou du moins régulièrement partager des expériences, recommander des marques, des produits, des services à leurs proches, qu'ils soient encore une fois en offline, donc dans la vraie vie, via le bouche à oreille ou en ligne via la génération de contenu sur les réseaux sociaux, sur des forums, sur des plateformes e-commerce de marques, également les messengers, donc ce qu'on va appeler plutôt les dark channels, qui restent des moyens digitalisés de réaliser du bouche à oreille. Eux ont moins de 1000 abonnés. On va avoir ensuite les micro-influenceurs. Eux sont des créateurs de contenu qui ont entre 1000 et 100 000 followers sur les réseaux sociaux. Ils peuvent générer du reach organique et ou paid en fonction de leurs audiences. On l'a vu, cette fourchette est très large. Ce qu'il faut retenir pour ces profils, c'est l'engagement. Ils ont des communautés, des abonnés extrêmement impliqués et cela permet un champ des possibles assez incroyable en termes de mécanique d'influence pour les collaborations avec les marques. Côté macro-influenceur, donc sur des notions des audiences de plus de 100 000 abonnés, voire des millions, ici on est vraiment sur de l'influenceur
professionnels, donc régis par des contrats, des briefings assez formalisés. Eux ont des fortes audiences sur des sujets qui peuvent être soit niche ou lifestyle en fonction de leur expertise, et leurs content sont connus pour être extrêmement premium, donc de qualité, donc peuvent être encore davantage réutilisés par les marques qui se rapprochent vraiment de brand content. Nous avons ensuite les stars influenceurs qui donc eux peuvent se rapprocher de la notion de célébrité dont parlait Yves sur les 4 campagnes, notamment celle d'Adidas. Peu importe ces catégories, notre clé de succès, enfin une des clés de succès pour vos campagnes de l'année prochaine, c'est l'authenticité. Il est extrêmement important que côté marque, vous accordiez un minimum de confiance à ces influenceurs, à ces partenaires, à ces créateurs de contenu pour délivrer des posts, des photos, des vidéos, faire des lives, bref, que les messages véhiculés soient crédibles et permettent cette transformation dont parlait également Bastien tout à l'heure sur le cas CA. C'est ce qui va permettre cette crédibilité. Après, évidemment, cette confiance n'implique pas le zéro briefing. C'est aussi le rôle d'agence d'aller sélectionner les bonnes personnes et de cocher quelques cases comme des valeurs communes, des intérêts communs, des styles particuliers pour assurer par la suite des productions de qualité ou des productions du moins cohérentes par rapport à la marque, son image, le sujet de sa campagne. Donc vraiment placer le curseur plutôt sur la sélection plutôt que sur des briefings ultra drastiques, au-delà des mandatories comme évidemment intégrer les bons hashtags de campagne pour permettre un tracking ou avoir quelques mots-clés évidemment de marque pour s'insérer dans ces fameux fils rouges, idées centrales de campagne, ou avoir des codes si vous avez un enjeu de trafic ou d'e-commerce avec des réductions pour les abonnés, ou enfin des liens swipe up pour également aider à ce trafic. Donc voilà, au-delà de cette sélection, au-delà de ces mandatories, permettez des briefings relativement libres pour accorder une créativité, une efficacité en termes de messages véhiculés. C'est d'ailleurs avec le cas Café Royal qu'on va vous montrer un bon exemple de marque qui fait confiance à ses partenaires, à ses créateurs de contenu et qui a donc pu générer des retours très positifs. Et je vais laisser la parole à Aline pour son retour d'expérience. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Merci pour la confiance accordée et la participation accordée à vos côtés à ce webinaire aujourd'hui. Le cas Café Royal que je vous présente, il est effectivement basé sur une très forte notion de confiance. Il a été implémenté dans le courant de cet été, en parallèle du lancement de la nouvelle gamme de café en grains de Café Royal, une gamme de 4 références qui est une gamme durable, issue d'un partenariat long terme de la marque, engagé depuis 2016 au Honduras avec 300 caféiculteurs que la marque accompagne au quotidien dans une production de café éco-responsable, durable et qui leur permet de garantir sur le long terme des revenus stables. Cette gamme, elle est arrivée donc en début d'été en France dans les linéaires et elle est le premier vecteur d'expression de cet engagement de la marque Café Royal auprès du consommateur final. Il était donc extrêmement important pour nous de pouvoir l'activer au moyen d'un levier qui permette de susciter dès le départ l'adhésion des shoppers et des futurs consommateurs. Et le choix s'est porté assez naturellement vers l'influence marketing. Cette campagne, elle a donc été activée de manière tactique, en teasing, au tout début de l'arrivée de la gamme dans les linéaires, avant de mettre en place un plan plus conventionnel de communication en relais point de vente et également relais visibilité sur le site caféroyal.fr, de même que sur les réseaux sociaux de la marque. Cette campagne, elle avait donc 2 objectifs premiers qui étaient de travailler la notoriété de la marque et du produit et de bien sûr relayer l'engagement de Café Royal auprès des communautés, des influenceurs qu'on a activés. De générer également du contenu qualitatif, du contenu produit par les influenceurs pour la marque, qui permettrait là aussi d'engager de manière authentique. Et je reviendrai là-dessus, c'est une notion qui est extrêmement importante pour nous, de même que la transparence. Et l'authenticité, on l'a voulu aussi de manière complète en permettant aux audiences de pouvoir aller chercher des informations supplémentaires sur le site de marque. C'est pourquoi on a ajouté dans les publications un lien swipe up qui renvoyait vers une landing page dédiée sur le site caféroyal.fr. Le timing de la campagne, j'en ai parlé, ça a été cet été, donc on l'a mise en place du mois de mai au mois de juillet, avec une implémentation plus opérationnelle pendant 2 semaines au mois de juin.
Et cette campagne, tout le fondement de la campagne, elle a été conçue sur une transmission de l'expertise et de l'engagement de la marque Café Royal, tout d'abord aux influenceurs, puisque c'est eux, après, qui sont le relais des messages que souhaite porter la marque. Cette sélection des influenceurs, vous la verrez juste après, elle s'est faite, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, sur des centres d'intérêt et des valeurs communes à celles de la marque. En termes de centres d'intérêt, on a privilégié des influenceurs qui, dans leur ligne éditoriale, travaillent déjà des thématiques durables. Et en termes de valeurs, il était très important pour nous de travailler avec des influenceurs qui, tout comme Café Royal, adoptent un état d'esprit entrepreneurial qui, d'une certaine manière, font preuve d'audace et qui cherchent vraiment à sortir de leur zone de confort pour aller proposer de l'innovation. Les phases de la campagne, vous les avez à l'écran, elles étaient au nombre de 5. On a commencé bien sûr par un recrutement méticuleux, je viens d'en parler, des collaborateurs, parce que pour moi je les considère de cette manière-là, avec qui on a souhaité travailler pour cette campagne. Ensuite, on est passé dans une phase d'expérience de marque premium, et c'est finalement là où la marque a souhaité mettre le plus le focus dans les étapes du projet, puisqu'en fait, on a souhaité vraiment donner les clés de lecture de manière tout à fait transparente aux influenceurs pour qu'ensuite eux-mêmes puissent adhérer au projet de la marque Café Royal et transmettre à leur manière le message souhaité. La partie 3 a été le briefing créatif et là, ça a été relativement rapide puisqu'en fait, le choix de la marque a été vraiment de faire confiance, à savoir de laisser le libre arbitre créatif à 100% aux influenceurs avec qui nous avons travaillé, en partant du principe que eux, mieux que quiconque, connaissent leur communauté et connaissent les codes du digital et savent de quelle manière s'exprimer auprès de leurs audiences. Donc là, on leur a vraiment laissé la main libre et c'était à eux, en fonction de leur sensibilité, en fonction de leur propre adhésion au projet de la marque, de véhiculer à leur manière les messages que la marque souhaitait faire passer. On a eu ensuite, bien sûr, une phase de suivi qui s'est fait, là encore, de manière très transparente et dans la proximité. Et là, je vais remercier publiquement Maxime Lothar, qui a coordonné ce projet d'une main de maître, notamment en adoptant une attitude qui était totalement dans la transparence, qui est très chère à la marque Café Royal. Et la dernière partie sera bien sûr l'analyse des performances, et vous en verrez un aperçu juste après. Les influenceurs qu'on a activés, vous les avez à l'écran. Ils étaient donc au nombre de 6, avec des communautés qui allaient de 200 000 followers à 3,6 millions, pour ce qui est le cas de Caroline Receveur, que vous avez sur la partie gauche de l'écran. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces personnes-là, je vous inviterai à aller voir leur compte si cela vous intéresse. Je vais plutôt m'attarder en revanche sur les résultats de la campagne. Très bons résultats, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc sur 2 semaines de campagne, on a réussi à générer plus de 1,4 million d'impressions en ligne, au travers de 5 posts et de 44 stories qui ont été donc publiés par les 6 influenceurs activés. Le résultat qui est pour nous le plus intéressant est sur le taux d'engagement, puisque c'était vraiment le KPI qu'on avait défini comme le premier de la liste sur cette campagne. Et là, vous voyez qu'on est à 13,4% de taux d'engagement, soit 2 fois supérieur au taux d'engagement moyen des communautés qui ont été activées, des influenceurs, du pool d'influenceurs qui a été activé, qui est également bien supérieur au KPI de campagne qui avait été défini, lui-même basé sur le taux d'engagement moyen de la marque Café Royal sur ses réseaux. Le dernier résultat de cette campagne, vous l'avez tout en bas, c'est le nombre de commentaires positifs qui ont été reçus, donc plus de 700, avec énormément d'insights valorisés pour la marque. S'il fallait retenir quelque chose de cette campagne, en tout cas si j'avais 2 messages à vous partager aujourd'hui, ce serait à la fois sur le fond et la forme de ce qui est pour Café Royal une campagne d'influence marketing. En termes de fond, ce qui est très important, on en a parlé précédemment, c'est d'accorder de la confiance et en l'occurrence de faire en sorte que le message soit clair et le briefing de départ et les attentes de la marque sur cette campagne soient très clairs, mais qu'ensuite ce soit aux influenceurs de vraiment adhérer tout d'abord au projet et ensuite les porter eux-mêmes avec, encore une fois, leur propre personnalité, leur propre code, leurs propres habitudes de communication avec leur communauté. Et c'est ce qui est pour nous, pour moi, pour Café Royal, ce qui fait le succès d'une campagne authentique. Le deuxième critère, il est vraiment dans la relation, dans l'appréhension que doivent avoir les marques avec les influenceurs et que doivent avoir les marques vis-à-vis d'une campagne d'influence, qui doit se faire comme se ferait une relation humaine non virtuelle, à savoir se fier à des temps dans la relation. Le premier, il est le fit de départ, qui se fait vraiment sur un choix affinitaire, où là, il faut
se faire confiance à son premier instinct et ne pas chercher à forcer les choses. Le deuxième serait de laisser le temps au temps. Une relation d'influence comme une relation humaine, elle se construit dans le temps. Et c'est dans le temps que se développe aussi le climat de proximité, le climat de confiance, et qui donne à la campagne, encore une fois, le plus haut niveau possible d'authenticité. Les conseils que j'aurai pour 2021 pour vous, on vous en a répertorié 3 à l'écran. Le premier, c'est tout d'abord d'être très clair sur les objectifs à atteindre du levier influence et le considérer non pas comme un canal à proprement parler, mais plutôt comme un tiers de confiance. Encore une fois, on est dans de l'humain, donc c'est important de faire confiance et de penser les choses de cette manière-là. D'inscrire l'influence marketing dans un plan de communication, dans un plan marketing global, mais au-delà de ça, dans une stratégie de marque globale, pour qu'encore une fois, on soit dans une relation qui soit la plus naturelle possible, la plus proche possible d'une relation humaine à long terme. Et le troisième point qui est aussi extrêmement important pour la marque et qui l'a été tout au long de cette campagne, c'est de vraiment rester humble par rapport à l'approche qu'on peut avoir du marketing d'influence, de rester ouvert et à l'écoute par rapport aux challenges qui peuvent nous être faits par les influenceurs eux-mêmes, par les agences d'influence également, parce qu'au final, voilà, on travaille des professionnels qui savent mieux que les responsables marketing de n'importe quelle marque, comment parler à leurs audiences. Et c'est pour moi quelque chose qui vraiment garantit le succès d'une campagne. Un petit focus maintenant sur la taille, l'audience de l'influenceur. On va voir que ce n'est pas toujours un gage d'efficacité et que les nanos et les micro-influenceurs ont aussi des atouts à faire valoir. Alors, on va partager un cas du secteur boisson en Russie. Et dans ce cas, on compare 2 contenus vidéo qui étaient testés avec notre méthodo Context Lab. Les 2 vidéos sont testées en contexte YouTube. Ce que l'on voit ici en termes de résultats, c'est que la vidéo numéro 1 qui mettait en scène le YouTuber le plus petit finalement en termes d'audience, c'est cette vidéo numéro 1 qui produit les résultats les plus qualitatifs et les plus efficaces, notamment pour générer un uplift sur l'image de marque. Donc vraiment, le choix des influenceurs doit être d'abord dicté par vos propres enjeux, vos objectifs de marque, vos objectifs de communication, et c'est cette adéquation qui va optimiser le ROI de vos actions. Effectivement, vous l'avez compris, hein, on est sur un canal humain. Donc, sur un canal humain, ça veut dire que le champ des possibles versus vos objectifs est très grand et très fort. Et c'est pour cela qu'on va chercher toujours le bon mix entre les différents types d'influenceurs pour répondre à vos différents objectifs. Je vais vous donner un exemple. Si vous cherchez à travailler, par exemple, une notoriété qui va être ciblée, vous n'êtes pas sur une notoriété d'un produit de masse, mais plutôt sur un produit segmentant, on va travailler la complémentarité entre des macro-influenceurs et des nano-influenceurs. On va pouvoir compenser d'un côté la volumétrie des nano-influenceurs parce qu'on est capable de pouvoir travailler sur des campagnes à fort volume versus la volumétrie de l'audience des macro-influenceurs. Sur les nanos, on va aller chercher ce fameux ciblage fin parce qu'on est sur un produit plutôt segmentant. On va travailler l'authenticité, l'éducation et bien sûr le drive to store. Sur la partie plutôt macro, on va être sur quelque chose d'un peu plus massif. On va travailler le reach et bien sûr le drive vers le e-commerce. C'est à chaque fois le meilleur mix qui vous permet d'avoir la meilleure transformation à l'achat et de faire que la campagne soit une réussite. On va passer sur un autre cas. Le cas Muti. Donc là, on est en Italie, donc vous apercevez qu'on est vraiment sur un levier mondial, le levier de l'influence. Sur ce cas-là, on est sur une marque italienne qui a fait un mix entre la nano et les micro-influenceurs. L'objectif de cette marque était de le faire connaître le lancement d'une nouvelle gamme, une gamme pesto à base de tomates rouges, tomates vertes, tomates jaunes et qui avait une promesse très forte, tout simplement un produit plus healthy, 45% moins calorique. Les objectifs derrière ce lancement étaient bien sûr d'accroître la notoriété de la marque, mais bien sûr du produit, éduquer les consommateurs, leurs cibles sur les bénéfices de ce produit-là, le fait qu'il soit justement moins calorique, générer de la recommandation suite
aux essais, on est sur cette recherche de drive to store, on est sur cette recherche de transformation à l'achat, et enfin produire du contenu sur l'ensemble des réseaux sociaux qui sont chers à la marque. La stratégie, on a parlé souvent de cette notion de ciblage. On a été chercher des nano et micro-influenceurs qui sont des food lovers, mais qui pratiquent aussi du sport et qui prennent soin d'eux. On est vraiment sur le côté épicurien d'un côté, mais je prends quand même soin de moi et bien sûr consommateur de pesto. Les cinq étapes dans cette campagne, c'est tout d'abord de définir cette fameuse cible pour qu'elle soit la plus réceptive à ces produits-là. On a recruté 3000 nanos et 5 micro-influenceurs. Les nanos qui vont bien sûr travailler ces fameuses dégustations produits, les micros qui vont pouvoir aussi générer du contenu qualitatif, organiser des dégustations avec les proches, que ce soit en déjeuner, que ce soit en dîner avec leur entourage, accompagner les influenceurs dans les missions, newsletters, articles, social media, et bien sûr dans ces missions il y avait aussi tout ce qui était distribution de flyers, de bons de réduction, de flyers explicatifs sur les bénéfices de ces produits-là. L'objectif une fois de plus c'est de faire du drive to store. Et enfin bien sûr à la fin on va mesurer et analyser les résultats. Ce sont des leviers qui sont pertinents, qui sont impactants sur le résultat d'une marque. En termes de résultats, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 5700 contenus qui ont été générés donc sur la toile, 7,5 millions de contacts touchés sur les réseaux sociaux. Un chiffre très important également, 800 000 personnes touchées dans la vraie vie. On parle vraiment d'expérience avec beaucoup de personnes. L'objectif, c'est de travailler vraiment cette génération de discussion, de faire connaître ce produit à l'entourage et bien sûr des milliers de dégustations. Il faut aussi avoir en tête que ce canal offline est un canal très pertinent, certes pour l'éducation, mais c'est aussi très pertinent pour travailler la préférence de marque. Je me souviens avoir vécu des moments grâce à cette marque avec mon entourage. Un autre cas très intéressant, le cas Bayersdorf. Tout à l'heure, Aline a parlé d'un terme très intéressant, c'est tout simplement que l'influence se travaille sur du long terme. Cette relation marque-consommateur, cette relation marque-influenceur se travaille sur le long terme. C'est exactement le cas Bayersdorf que je vais vous montrer tout de suite. On a travaillé sur beaucoup de produits, sur beaucoup de temps forts. L'influence se travaille en fonction de vos temps forts, en fonction des marronniers bien sûr enseignes, en fonction de vos lancements d'innovation, en fonction des cycles de vie de vos produits, en fonction de vos marques, en fonction de vos cibles. Bref, beaucoup de critères qui font que l'influence se travaille sur différents touchpoints tout au long de l'année. On a travaillé sur 2 marques, Eucérine et Nivea, avec différents produits. Et comme vous le constatez, ce sont des produits qui sont assez forts en termes de ciblage et forts parce qu'ils sont segmentants. On va avoir le produit par exemple Atopie Control qui sont pour les peaux qui ont de l'eczéma ou Dermopure pour les peaux qui ont de l'acné. On s'aperçoit une fois de plus de l'importance d'un ciblage drastique. Sur tous ces produits pendant l'année, on a travaillé sur des campagnes d'à peu près 500 influenceurs, nano et micro-influenceurs, pas plus parce qu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus targeté, beaucoup plus ciblé. Et on a travaillé différentes solutions, que ce soit les solutions offline, les solutions online, social media ou des approches de ratings and reviews parce que nous sommes sur des produits qui ont un vrai besoin de réassurance. J'ai besoin de savoir si ce produit est efficace pour ma peau. Sur ce plan annuel avec Bayersdorf, on a généré beaucoup de résultats, bien évidemment. Vous allez pouvoir le voir ici. On a travaillé donc sur 11 campagnes pendant l'année. Ça a touché donc plus de 4000 nano et micro-influenceurs, plus de 10 000 contenus qui ont été publiés, que ce soit sur du social media ou que ce soit des ratings and reviews, plus de 4,5 millions de personnes qui ont été exposées online et enfin plus de 500 000 personnes qui ont été touchées dans la vraie vie. On est sur un best case, c'est vraiment cette notion d'influence 360 sur du long terme en fonction des enjeux de la marque, des enjeux produits et des enjeux enseignes. Merci Bastien, merci également, grand merci à Aline pour son témoignage tout à l'heure et également à Yves. Il est temps de faire un petit résumé et que vous puissiez repartir avec 3 conseils clés marketing pour vos plans de l'année prochaine. Le tout premier, c'est donner un but précis à chacun de vos canaux. Et Aline expliquait en fait parfaitement tout à l'heure, il faut que vous soyez clair sur les objectifs à atteindre, à attendre de cette influence marketing et surtout à ne pas le considérer comme les autres channels traditionnels avec lesquels vous travaillez. C'est un tiers de confiance, ça implique de l'humain, qu'il soit
consommateurs, influenceurs, créateurs de contenu, collaborateurs, peu importe le terme et ces associations, il est important de le travailler différemment et de le penser plus durable, plus long terme pour pouvoir atteindre ce saint graal un peu de l'humanisation de votre communication pour, encore une fois, plus de crédibilité, plus d'impact. Le deuxième conseil qu'on vous donnerait, c'est créer des synergies avec un fil rouge cohérent. Ça rejoint le cas Adidas de Kantar Insight sur cette idée centrale justement qui permet ce ciment entre vos différents assets, vos différents touchpoints pour une histoire cohérente, une histoire qu'on va facilement mémoriser, comprendre et donc permettre l'engagement, permettre des actions et l'atteinte de vos objectifs. Ici, vous voyez différents exemples d'intégration pour rappel d'influence 360. Donc, peu importe le channel, qu'on soit sur du bouche à oreille en offline, qu'on soit sur de la génération de contenu online et peu importe les plateformes ciblées avec des nanos, des micros, des macros ou des stars, vous pouvez les intégrer en amont d'un dispositif média ou d'un dispositif communication, activation in-store, comme le cas de Café Royal en mode teaser. Vous pouvez également les intégrer au cœur de la campagne, plus comme le cas CA qu'a présenté Bastien en amont, pour vraiment soutenir une opération, dérouler un fil rouge, un fil conducteur et vraiment intégrer tous les contents sur les touchpoints activés, comme là, on avait le cas du digital et des magazines, donc du print. Également, un troisième scénario qui fait sens en fonction des enjeux, placer les influenceurs, l'influence après des dispositifs médias pour plus travailler le top of mind et faire durer une expérience de marque, rappeler des messages clés et prolonger des actions transformées. En bref, chez Territory, en tout cas, ce qu'on conseille, c'est de ne pas se fixer de limites, de faire plutôt du smart marketing et de réfléchir à quels sont vos enjeux, court terme, moyen, long terme, et activer les leviers qui seront les plus stratégiques, encore une fois, peu importe les canaux, peu importe les profils, pour atteindre vos objectifs. Donc vraiment, dernier conseil, en tout cas pour ma part, ne vous fixez pas de limites. Alors, notre message avec Territory, c'est vraiment l'influence se mesure. Pensez-y. Comme on vient de le voir ce matin, l'influence est un touchpoint à part entière dans un écosystème de campagne 360 et on va pouvoir mesurer ses synergies avec les autres touchpoints et aussi son ROI et ils sont souvent excellents. L'influence a des effets pas seulement à court terme, mais aussi il contribue à la construction de l'equity de marque à long terme. C'est aussi pour ça que c'est important de le mesurer. Il ne faut pas s'arrêter simplement aux premiers indicateurs court terme. Le partenariat qui est noué entre nos deux entités, Kantar et Territory Influence, va nous permettre de vous offrir deux types de solutions pour mesurer les effets sur l'equity de marque. La première, elle s'appelle Context Lab. Elle va vous permettre d'explorer vos contenus d'influence, à la fois sous l'angle des effets de marque avec des uplifts et aussi sous l'angle de la qualité créative. Le second, c'est des analyses cross-média de dispositifs 360, où on va pouvoir évaluer l'apport et le rôle du touchpoint influence dans le dispositif et son ROI sur l'equity de marque. Alors Delphine, je crois qu'on est bien outillé pour aborder 2021. Tout à fait. Merci beaucoup Yves pour ces précisions et il va être temps de répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y en a énormément sur le chat. N'hésitez pas à nous en soumettre de nouvelles. Le temps qu'on en aborde quelques-unes, on pourra essayer de toutes les couvrir. Si ce n'est pas le cas, si on manque de temps, vous avez en tout cas sur cette dernière slide nos coordonnées, que ce soit côté Territory Influence ou côté Kantar avec l'email de Yves. Donc n'hésitez pas en tout cas à prolonger les discussions et à nous challenger, à vous partager vos briefs peut-être pour l'année prochaine pour qu'on puisse vous aider à atteindre vos objectifs marketing et à optimiser votre efficacité surtout. Je pense que c'est le mot-clé de ce webinaire et de ce sujet.
Je vais commencer tout de suite avec une question sur la méthodologie. Justement, on parlait de Brand Equity avec Yves. Comment est-ce que exactement on peut mesurer la Brand Equity? Quels sont les différents items qui le permettent? Alors, c'est vrai que l'equity, on va la mesurer à plusieurs niveaux. Dans les dispositifs 360, on va évaluer différents piliers de l'equity, bien sûr l'image de marque, mais on va aussi regarder l'equity sous l'angle considération, notoriété. Et on va l'évaluer par des uplifts à l'exposition aux différents touchpoints, pris séparément ou pris en combinaison. Et on va pouvoir, grâce à un modeling, calculer des contributions à l'equity, aux différentes composantes de l'equity et calculer des retours sur investissement par rapport à l'investissement qui aura été consenti sur chacun des touchpoints, dont l'influence. En diagnostic créatif, on va s'attarder à des mesures qui correspondent à notre modèle d'equity, le MDS, c'est-à-dire qu'on va regarder la capacité du contenu à créer du sens pour la marque, à renforcer l'affinité avec la marque et à créer de la différenciation pour la marque. Voilà, ce sont les principaux piliers de cette mesure d'equity et de la capacité de la création à véhiculer de l'equity de marque. Très bien, merci beaucoup Yves. J'ai une question, je pense, pour Café Royal. Est-ce que, Aline, tu as pu observer un impact après l'opération, peut-être un impact vente? C'était pas le KPI premier, mais est-ce que tu as pu observer un uplift? Alors, ton micro est coupé, Aline. Pardon. Je redonne la parole. Donc effectivement, sur cette campagne, on n'était pas sur des objectifs vente, on était vraiment sur des objectifs de notoriété et d'engagement. Donc on n'a pas cherché à mesurer un uplift sur les ventes émanant de cette campagne d'influence. En revanche, on a une gamme de café en grains Honduras qui trouve sa place en rayon et son public, et on en est ravis. Parfait. Merci beaucoup, Aline. J'ai une question, je pense plutôt pour Bastien maintenant, concernant l'engagement des profils non rémunérés. Quelle serait leur motivation? Puisque c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas systématiquement précisé, mais en fonction des catégories, on va avoir des profils qui sont travaillés via contrat, donc avec des contreparties financières, et d'autres, comme typiquement les nanos, ou les micros fourchettes basses en termes de communauté, en termes de volumétrie, qui ne vont pas du tout être rémunérés, même pas incentivés. Donc Bastien, comment on assure cet engagement? Alors, très bonne question. Tout d'abord, il faut garder en tête que quand on parle de cette notion de non-rémunération, de non-incentive, c'est primordial justement pour aller chercher derrière l'authenticité de leur discours, l'authenticité de leur contenu. Cette notion d'engagement, on va la chercher directement parce que en fait, c'est un profil particulier des nano-influenceurs. Ils appartiennent à une communauté et on les anime comme ça. Donc, le fait d'appartenir à une communauté, ça leur donne réellement une approche, un pouvoir qu'ils aiment prendre pour aider les marques à performer. Deuxième point, c'est cette notion de capital social qui remonte derrière, c'est-à-dire que quand on va travailler avec une marque comme Coca, comme L'Oréal ou autre, quand on travaille avec des marques comme ça, c'est vraiment top de pouvoir se dire, je connais moi les innovations de L'Oréal et potentiellement peut-être même, je suis le premier à vivre l'expérience avec un produit de L'Oréal, un produit de Coca. Donc il y a un vrai capital social qui va être derrière et ces deux points sont primordiaux justement pour travailler l'engagement. Dernier point aussi, l'engagement se travaille aussi par le dialogue one-to-one qu'on va faire avec eux. C'est-à-dire que Territory Influence, quand elle se met en contact avec les nano-influenceurs ou les micro-influenceurs, on va travailler en dialogue one-to-one via une équipe dédiée pour développer cet engagement, pour leur donner envie d'accompagner la marque. Et c'est vraiment une éducation, un dialogue qu'on va faire avec eux pour travailler cet engagement. Très bien. Et je te garde, Bastien, pour une autre question concernant les secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a des limites côté influence marketing et notamment pour Territory Influence? Alors, très bonne question. Alors, c'est un
En fait, il n'y a pas de limite de secteur. Toute marque, tout secteur a besoin de ses consommateurs pour pouvoir performer et se différencier sur ses concurrents, sur son marché. Il n'y a aucune limite. On part toujours d'un brief de départ, quel que soit le secteur. On est vraiment sur une approche sur mesure avec nos clients. Bien sûr, on travaille sur les produits FMCG, mais on travaille aussi dans le secteur pharmaceutique. On travaille sur le B2B, on travaille sur la banque, sur les assurances, sur l'automobile. Et on n'a vraiment aucune limite par rapport à ça. Très bien, merci beaucoup Bastien. J'ai une question pour Yves. Yves, notre expert média aujourd'hui, est-ce qu'une stratégie de marque peut être basée uniquement sur le touchpoint digital? Et par digital, on entend évidemment réseaux sociaux, influence, peut-être native ad, bref, toutes les facettes du digital, pardon. Alors, c'est vrai que la plupart des cas que l'on évalue ne reposent pas que sur le digital, mais de plus en plus, la portion allouée au digital va croissante. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, il arrive, mais de façon plus rare, qu'on évalue effectivement des campagnes. Ça ne se passait pas auparavant, mais depuis 2-3 ans, je dirais, on voit des dispositifs 100% digitaux. Et à ce moment-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à distinguer différents éléments du digital pour avoir un peu de granularité dans l'analyse. Donc du coup, on va pouvoir isoler tout ce qui est VOL, tout ce qui est display, tout ce qui est influence, et voir la contribution de chacun de ces éléments dans le dispositif. Très bien. Je te garde, Yves, pour une question un peu plus détaillée concernant l'equity et sa mesure. Très précisément, comment mesurer la différence de l'equity entre exposé et non exposé à la campagne e-influence? Donc, comment est-ce qu'on va trouver des exposés à la campagne, surtout pour la partie micro, afin d'optimiser les coûts d'études? Est-ce que tu as la réponse, Yves? Oui, là vous mettez le doigt effectivement sur la problématique du reach de l'influence. C'est certain que pour étudier l'influence comme un touchpoint au sein d'un dispositif 360, il va falloir un minimum de reach. Mais pour autant, on peut faire des mesures dites laboratoires. C'est pour ça qu'on propose une solution Context Lab où on va comparer une cellule exposée qu'on va recruter ou pré-recruter à une cellule témoin qui seront composés de jumeaux, mais qui n'auront pas été exposés au contenu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire des analyses d'effets sur l'equity. Très bien, merci beaucoup Yves pour cette précision. Alors on a pas mal de questions concernant la mesure, mais d'autres types de KPI, notamment côté territoire influence, avec le nombre de contacts uniques en offline. Ici, très rapidement, on a d'autres partenaires. En fait, chez Territory, on a pour habitude de collaborer avec des instituts qui sont experts spécialisés sur chacun des canaux, de ces KPI qu'on va aller évaluer. Donc, pour la partie offline, pour le nombre de contacts exposés dans la vraie vie, on va s'associer à un institut berlinois qui s'appelle IFWOM et qui va mesurer sur 2 générations, génération 0 étant nos influenceurs, les nanos, particulièrement pour le bouche à oreille, génération 1, leurs proches, génération 2, les proches des proches, cette portée, ces conversations. Cet algorithme et ce tracking est relativement conservateur puisqu'on sait que le bouche à oreille ne s'arrête pas forcément à 2 générations, il peut se propager, on peut avoir un effet boule de neige bien plus important et qui peut perdurer même après l'opération. Donc ces mesures sont relativement conservatrices, basées sur des déclaratifs mais nettoyées grâce à cet algorithme qui recoupe des milliers de données depuis plus de 15 ans partout en Europe. Voilà, donc c'est avec ce principe et avec ce type d'institut qu'on va aller chercher les KPI, notamment côté offline. On a également un sujet sur le taux d'engagement, comment est-ce qu'on le mesure. Donc, nous, ça va être de manière très simple, toutes les interactions typiquement sur Instagram, de likes ou de commentaires ou de partages sur le nombre de vues, d'impressions, donc sur l'exposition.
Donc ça, c'est vraiment la règle, comment dirais-je, la formule classique du taux d'engagement. Je regarde rapidement en live les autres questions qui arrivent. J'ai aussi une question géographique sur est-ce qu'on opère en Asie? Alors à date, l'agence est très fortement implantée en Europe. On couvre vraiment tous les marchés, tous les pays européens. On est de plus en plus aussi sur une dynamique internationalisation vers plutôt l'Amérique. Du nord, du sud, on a aussi réalisé une campagne très récemment en Australie. L'Asie est encore un marché nouveau pour nous, mais on est à l'écoute de vos besoins, de vos briefs. S'il y a des besoins, on peut essayer de vous aider également, de vous soutenir sur ces autres pays. Alors, quelle autre question on a? On avait une question sur est-ce qu'il y a un moyen de savoir si un influenceur achète des followers? Donc oui, on a également, via nos différents outils, la capacité de vérifier le taux d'authenticité de nos différents profils. Donc on peut facilement les screener et via ces différents taux, différents métriques, on peut assurer une fiabilité, point de vue compte, peu importe les channels. Donc n'hésitez pas également à challenger vos agences, vos partenaires. C'est un métrique qu'ils peuvent obtenir. Autre question, qu'est-ce que nous avons? Y a-t-il un outil précis pour mesurer la pige digitale complète TV, PR, display, influenceur, social media d'une marque? Peut-être une question pour Yves, si tu as la réponse, Yves. Un outil précis pour mesurer la pige digitale complète. Alors là, je pense en termes de pige, on va se rapprocher d'une autre entité Kantar, qui va être l'entité Kantar Média, mais prenons contact et je vous orienterai sur la bonne personne. Parfait. Alors, je scrolle vos questions. N'hésitez pas aussi à continuer à nous en soumettre. Alors, il y en a beaucoup. J'en ai une concernant les contrats. Est-ce qu'un contrat est obligatoire pour travailler avec un influenceur, notamment lorsque cela concerne uniquement une dotation ou une expérience d'un produit et non pas d'une rémunération? Est-ce que Bastien, tu veux prendre cette question? Non. On me dit dans l'oreillette, je vais répondre à la question. Alors, le contrat est habituellement obligatoire pour des catégories donc, de professionnels qui impliquent généralement une contrepartie financière. Donc, typiquement, les micros qui ont en France plus de 40-50 000 abonnés ou vraiment les macros, les stars qui ont des centaines, voire des millions d'abonnés. Si on est vraiment purement simplement sur une dotation et qu'on est sur des catégories donc inférieures à 40-50 000, donc sur des profils non professionnels, non, le contrat n'est pas du tout obligatoire. On a des plateformes consommateurs ou nano-micro-influenceurs unpaid type trnd.fr en France qui permettent via système de plus contrat moral, CGU, CGV sur notre site et des principes de mission et d'accompagnement avec toujours ce dialogue, cette éducation, ce suivi personnalisé avec nos project managers en interne, d'assurer l'accomplissement de ces missions sans avoir un contrat. Donc ça va vraiment encore une fois dépendre des profils et des catégories. Rien n'est obligatoire, surtout s'il n'y a pas en effet de contrepartie financière. Voilà. Mais si on est sur un macro, je dirais que oui, il est conseillé de tracer les mêmes dotations ou les autres avantages, puisqu'on peut avoir par exemple des invitations à des événements, on peut avoir bref d'autres services qui sont accordés pour la réalisation de la collaboration. Donc ça va vraiment encore une fois dépendre des profils et de leur habitude de fonctionnement. Quelle autre question avons-nous? Avez-vous des benchmarks de performance pour une bonne campagne, nano, micro, macro, en termes de reach, engagement ou impression, ou même selon un budget? C'est parti pour Bastien Bello. Alors, on a la difficulté, c'est qu'on a donc beaucoup de KPI suivis en fonction des campagnes, en fonction des types de campagnes, en fonction des catégories. On a effectivement des benchmarks, que ce soit sur le ROI de nos campagnes, que ce soit sur le reach offline, le reach online. Tout dépend bien sûr de de la catégorie qui va être utilisée. On n'a pas forcément les mêmes recherches de KPI online, par exemple, sur de la beauté versus de la pharma ou versus du food. Donc ça, c'est très compliqué de vous donner vraiment des chiffres parce que ça dépend des catégories. Il faut aussi avoir en tête que en termes de volume d'influenceurs, si on parle par exemple d'une approche nano plus micro-influenceur, en fonction de vos objectifs, plus vos objectifs sont
stratégiques massifs, plus on va devoir faire du volume, plus ils sont plutôt tactiques et ciblés, et moins on fera de volume. Globalement, nos campagnes chez Territory Influence, elles vont de 1000 influenceurs à 5000 influenceurs. Au-dessus de 5000 influenceurs, on va même vous proposer directement de faire différentes campagnes de 1000, 2000, 3000 pour maximiser votre prise de parole sur toute l'année et avoir différents touchpoints avec vos consommateurs. Donc, vous donnez des KPI, j'en ai pas là parce que ça dépend vraiment des catégories et il y a des écarts types très très gros par rapport à ça. En revanche, on mesure tout et avec grand plaisir de vous éclairer sur les KPI sur lesquels nous, on se fixe à chaque début de campagne à aller atteindre. Tout à fait, et je rebondis sur les volumétries. Quand on est sur du macro star influenceur, on peut avoir de 1 à vraiment 10 maximum pour créer des squads, des équipes d'influenceurs. Lorsqu'on parle de nano, de micro, alors micro, on sera plutôt sur des dizaines ou des centaines. Nano, on peut vraiment avoir des volumétries, comme le disait Bastien, de 1000 à 10 000. Donc, pour soit compenser des reach ou vraiment avoir des quantités de content, de conversation pour des impacts forts à court terme. Donc en effet, c'est très compliqué pour nous de fournir des performances, surtout que d'une catégorie à une autre, catégorie produit, donc secteur d'activité ou mécanique ou profil ou channel activé, ils vont énormément dépendre. Donc là, on pourrait y passer des heures. Donc on vous conseille en effet de nous contacter et on pourra évaluer sur brief les potentielles retombées pour votre marque et votre cas précis. On a reçu plein d'autres questions. Je vais très rapidement en parcourir et puis on va pouvoir conclure ce webinaire puisqu'il est déjà midi. J'avais reçu pas mal de questions par rapport au budget. Alors, les budgets sont des données forcément confidentielles, donc on ne demandera pas à Aline combien elle a payé sa campagne, hein, même si je sais que vous êtes très très curieux de le savoir. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est que chez Territory Influence, généralement, nos tickets d'entrée démarrent à peu près 10 000 €. Donc, vous avez voilà, une première base pour des réflexions. Évidemment, 10 000 €, c'est vraiment le bottom line pour intégration dans un plan massif et avoir des impacts fort business. Donc voilà, donc si vous avez des besoins, encore une fois, et des briefs, n'hésitez pas à nous les transmettre. On évaluera les possibilités et les enveloppes à allouer. Oui. Je vais ajouter un tout petit point par rapport à cette notion aussi de budget. Il faut garder en tête que notre approche 360 sur l'influence nous permet d'être demain votre acteur de l'influence tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être votre seul stakeholder, entre guillemets, sur l'influence. Ce qui fait qu'on a des marques qu'on accompagne toute l'année sur toutes leurs problématiques d'influence, toutes leurs problématiques produits, que ça va même de l'étude marketing à de l'approche influence pure et dure. Donc on a des budgets, comme disait Delphine, qui vont de 10K, mais on a des plans d'influence qui peuvent aller jusqu'à 200 000 €, jusqu'à 400 000 €. Il n'y a vraiment pas de limite en fonction, bien sûr, de toutes vos problématiques. Tout à fait. Comme vous l'avez compris, chez Territory, on ne se fixe jamais de limite, même sur le pricing. Voilà. On parlait également de rémunération des micros et des macros. Alors là, pareil, c'est très, très compliqué de vous donner un chiffre parce qu'en fonction d'une plateforme, typiquement Instagram et YouTube, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles et les grilles tarifaires. Aussi, on reste sur un levier humain, avec des personnes qui ne sont pas forcément accompagnées d'un manager ou d'une agence, donc qui peuvent avoir des rate cards extrêmement variés qui peuvent aller du simple au double au triple en étant sur un même type d'audience. Donc même les comparaisons entre des influenceurs qui nous sembleraient similaires est extrêmement compliqué. Donc encore une fois, pour ces questions très spécifiques, on vous conseille de vous rapprocher d'une agence, de nous, pour qu'on puisse vous évaluer ces différents coûts et voir la faisabilité pour l'année prochaine, encore une fois, vous aider. En termes d'efficacité, je vais devoir malheureusement conclure parce qu'il est 12h03. Je pense que vous avez tous faim et qu'on va tous passer sinon à d'autres réunions. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Ce que je vous propose, c'est de prolonger les discussions dans un deuxième temps. N'hésitez pas, on essaiera aussi d'identifier les quelques personnes qui nous ont soumis des questions pour leur répondre directement. Si ce n'est pas possible avec la magie de Microsoft Teams, n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter directement. Vous avez nos coordonnées, donc bonjour-influence@territory.group pour contacter Bastien et moi, ou yves.emery@kantar.com pour directement poser vos questions sur la partie études Insight Kantar à Yves. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Encore merci de votre attention. Merci à tous les intervenants. Merci à Aline pour son témoignage, son retour d'expérience Café Royal. C'était un super webinaire et voilà.
On se tient au courant pour les next steps. Je vous enverrai également le webinar, le replay, la présentation, bref, tout le matériel dans la journée par email. Si vous avez des questions, on reste à votre disposition. Merci à tous. Merci à tous. Bonne Merci. journée. Très bonne journée. Merci.